Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur notre chaîne Twitch de Sciences et Avenir, la recherche, dans ce direct. Et j'ai le plaisir ce soir de recevoir Ingrid Kragl, qui est avec moi et en face, et qui est une spécialiste d'un sujet dont nous allons parler ce soir, qui est un sujet assez peu ragoûtant, on va vite s'en rendre compte, et qui concerne les fraudes alimentaires, en fait, sur tous les trafics qui concernent l'alimentation sous toutes ses formes, hein, que ce soit les boissons, les poissons, les viandes, enfin toutes sortes de choses que l'on va énumérer. Et Ingrid, vous êtes la directrice de l'information d'une ONG qui s'appelle Foodwatch. Et c'est à ce titre que vous avez fait cette très longue enquête sur les fraudes alimentaires. Et vous en avez même fait un livre que je présente ici et qui s'appelle Manger du faux pour de vrai, les scandales de la fraude alimentaire. Alors on y voit une très jolie pomme coupée en deux et reconstituée, ce qui donne un avant-goût de ce que l'on trouve dans votre ouvrage. Et c'est édité chez Robert Laffont. C'est plusieurs années d'enquête. On va y revenir. Auparavant, je voudrais vous rappeler que Sciences et Avenir, la recherche, c'est donc un magazine que je vous présente aussi et qui est actuellement chez tous les bons marchands de journaux, consacré ce mois-ci notamment à la découverte d'un continent englouti qui s'appelle Islandia. Je vous conseille bien évidemment la lecture. Nous rassemblons chaque mois plus de 6 millions de lecteurs et de socionautes. Donc, nous sommes ravis de pouvoir offrir du plaisir de lecture à autant de personnes. Et nous avons ce soir parmi nous quelqu'un d'invisible, mais que nos internautes connaissent bien et qui s'appelle Valentin. Et Valentin qui va pouvoir nous transmettre les questions que vous allez nous poser. Et puis procéder à toutes sortes de lancements de vidéos ou autres ce soir. Donc merci, bonsoir et merci Valentin. Ingrid, donc je disais, vous travaillez pour une ONG qui s'appelle Foodwatch. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous dire un peu ce qu'est cette ONG, de quoi elle s'occupe, quelle est sa mission? Oui, bonsoir. Déjà, merci pour cette invitation et merci de vous intéresser à ce sujet qui concerne tout le monde, hein, puisqu'a priori, on mange tous. Alors, Foodwatch. Foodwatch en France, elle existe depuis 2013, mais le premier bureau de Foodwatch a été ouvert en 2002, d'abord à Berlin. C'est une organisation européenne. On est présent dans plusieurs pays européens. D'abord en 2002 à Berlin. Pourquoi? Parce que en fait, le fondateur de Foodwatch, c'est l'ancien numéro 1 de Greenpeace International. Et à l'époque, début des années 2000, c'est lui, allemand, qui s'est rendu compte qu'au moment du scandale de la vache folle, peut-être certains de vous se souviennent de ce scandale qui a fait des morts, hein, quand même, parce qu'on Vous donnait pourrez rappeler, n'importe oui, quoi à rapidement ce que manger c'était. Ouais. au bétail. Et ben, il s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait pas d'ONG un peu équivalente à Greenpeace, mais dans le domaine de l'alimentation. Or, les lobbies dans ce domaine agro-industriel sont extrêmement puissants, donc en face, il n'y avait pas de contre-pouvoir. Et puis, il s'est rendu compte aussi que l'essentiel des réglementations qui touchent à notre alimentation se décide à Bruxelles. Et donc, finalement, les lobbies et puis les abus, tout ça avait le champ libre. Donc, il a créé Foodwatch pour ça. Au moment du scandale de la vache folle, début des années Donc ça 2000, remonte au début des années 2000, ouais, d'accord. donc c'est pour travailler de manière indépendante, j'insiste, on n'est absolument pas financé par des fonds publics, pour travailler de manière indépendante sur l'industrie agroalimentaire. Et donc ça veut dire, ça comprend aussi les pratiques de la grande distribution, des lobbies, évidemment, et puis aussi de tout ce qui se décide au niveau politique. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de représenter les droits des consommateurs, des citoyens, parce que finalement, personne, on est la seule organe, à ma connaissance, en France, à défendre les consommateurs spécifiquement sur le sujet de l'alimentation. Alors, ça couvre un large spectre, hein, ça va des arnaques sur l'étiquette. On a une grosse campagne oui, je précise que nous sommes une organisation de campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'empare d'un sujet, on va jusqu'au bout, en fait, pour militer pour le changement quand on a repéré des abus ou des pratiques malhonnêtes. Donc, on a D'accord. cette campagne sur les arnaques, on a des campagnes santé qui font plus le focus, par exemple, sur les additifs controversés, la malbouffe, le marketing de la malbouffe qui cible les enfants. On a une grosse campagne sur les pesticides, le glyphosate notamment, qui est un sujet brûlant puisque son autorisation doit ou pas être renouvelée l'année prochaine.
On a des campagnes sur les contaminants invisibles à l'œil nu, mais nous, on travaille dessus, on fait des enquêtes, des tests en laboratoire. On a cette campagne sur les fraudes, les scandales alimentaires, malheureusement, dont on connaît les schémas par cœur. On a tout un paquet de campagnes. D'ailleurs, je vous invite à aller sur foodwatch.fr pour les découvrir. Voilà. Et Foodwatch, vous nous avez dit, c'est une organisation européenne. Donc, En fait, avec des... nous, là, on est une association loi 1901, puisqu'on est basé en France, mais on a un bureau à Berlin, on en a un à Amsterdam, à Vienne, à Bruxelles et en France depuis 2013. D'accord. On Donc, peut s'abonner à la newsletter, c'est gratuit. Si ça ouais. vous intéresse et vous recevez des infos régulièrement sur ce qu'on fait, sur ce qu'il faut faire pour se mobiliser. Parce que comme on est une orga de campagne, souvent on invite les consommateurs à se mobiliser avec nous, à envoyer des pétitions qui sont envoyées tous les jours aux décideurs ou aux acteurs économiques qu'on considère comme malhonnêtes. Voilà. Et on est totalement indépendant et on fait et donc ce qui veut dire qu'on a le luxe de prendre le temps de faire des enquêtes et comme celle de la fraude là qui fait l'objet du livre. Ça nous a pris des années avant de pouvoir sortir ces révélations en toute Oui, on va bien indépendance. évidemment revenir là-dessus. Question encore sur Foodwatch, en fait. Donc, vous êtes une sorte de vigie citoyenne de l'alimentation. Alors, on dit bonjour à Happy Team qui vient de nous rejoindre. Bonjour, bienvenue sur ce Twitch consacré donc aux fraudes alimentaires, un sujet que je disais peu ragoûtant au départ. Bonjour aussi à Consciencieux qui vient de nous rejoindre aussi. Donc consacré aux fraudes alimentaires. Donc vous surveillez tout ça, vous regardez ça de près avec cette conscience citoyenne et sans vouloir citer d'autres organismes, je vais le faire quand même. La différence entre vous et 60 millions de consommateurs, par exemple, c'est la même chose ou En fait, effectivement, il y a 2 grandes organisations de défense des consommateurs qui sont très connues et qui ont pignon sur rue depuis très longtemps et avec qui on dialogue. On travaille en très bonne intelligence. Il y a effectivement 60 millions de consommateurs qui a son magazine et qui est l'émanation de l'Institut national de la consommation qui dépend de Bercy, hein, vous le savez peut-être, du ministère de l'économie. Et il y a UFC Que Choisir qui est aussi très connu, qui est une autre assoce de défense des consommateurs. Et puis il y en a plein d'autres petites donc choses. vous êtes complémentaires en fait. On est complémentaires dans le sens où on milite de toute façon pour de meilleures conditions pour les citoyens et les consommateurs. Mais chez Foodwatch, nous, on ne se concentre que sur l'alimentation. Ce qui fait D'accord. qu'on a cette expertise depuis maintenant bientôt 20 ans. Ça veut dire que quand on n'a pas les experts chez nous à Paris, on a des collègues dans les autres pays européens où nous sommes présents, où on se tourne vers des experts indépendants en veillant bien à ce qu'il n'y ait absolument aucun conflit d'intérêts. Parce que c'est ça le problème avec le secteur agroalimentaire. Il est vraiment gangréné par beaucoup de conflits D'accord. d'intérêts et des pseudo-experts qui s'expriment même dans les médias. Bah ça, on va en parler, bien sûr, Ouais, de ça, ouais. ça va être intéressant. C'est d'ailleurs ce que nous dit Happy Team, ça a l'air intéressant. Merci Happy Team, effectivement. On essaye de faire toujours des débats qui vous intéressent ici au premier chef, puisque c'est ce qu'on mange. Hein, et alors, dans le livre que je citais, que vous avez donc écrit, hein, Manger du faux pour de vrai, qui est la somme de vos années d'enquête sur ce thème, vous commencez votre introduction, Ingrid, en disant que, en fait, en prenant l'image de la dinette, vous dites que avec vos enfants, vous faisiez de la dinette, donc vous faisiez semblant de manger des trucs, de boire du café ou de manger des brocolis vert fluo et puis des carottes orange vif, mais vous saviez que c'était du faux, donc vous le faisiez en toute bonne conscience. Mais vous vous êtes rendu compte en travaillant chez Foodwatch qu'en fait c'est la même chose et que on nous fait manger des choses qu'on ne devrait pas nous faire manger. Alors déjà, la première chose, est-ce qu'on peut définir ce qu'est une fraude alimentaire en fait? C'est une très bonne question et j'allais vous proposer justement de poser le sujet parce que la fraude alimentaire, a priori, pas grand monde en a entendu parler avant que l'enquête et le livre sortent il y a quelques mois. Qu'est-ce que c'est un faux aliment? Ça peut sembler fou, mais ça existe. Des faux aliments, il y en a qui circulent partout tous les jours. Et je le dis sans être une vendeuse de peur, mais parce que j'ai vraiment creusé le sujet et que j'ai étayé ça avec des faits et des chiffres. Les faux aliments, c'est quoi? En fait, c'est des aliments qui ne devraient jamais finir dans nos placards, dans nos frigos et qui pourtant y parviennent quand même. Et, Pourquoi? et dans notre ventre, si puis. Oui, forcément, parce que ça peut être aussi via des restaurants, une livraison à domicile, etc. Alors, qu'est-ce que c'est Ouais. ces faux aliments? Ça couvre aussi un large domaine. Ça peut être, par exemple, ça touche autant des petits producteurs que des chaînes de distribution, que des gros fabricants, des multinationales, que des restaurants, de la livraison, etc. Qu'est-ce que c'est? Les faux aliments, ça peut être, par exemple, des aliments qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas.
Ils vont dire qu'ils sont français, alors qu'en réalité, bah, c'est très belles tomates que vous allez payer plus cher au supermarché où il est écrit Made in France et vous êtes prêt à payer plus parce que vous vous dites, bon, patriotisme économique, surtout depuis le Covid, on a envie d'aider les agriculteurs locaux. Bah, en réalité, elles viennent de serres du fin fond de l'Espagne ou elles sont carrément importées du Maroc. Voilà, ça c'est une fraude. Mhm. Ça peut être aussi sur des vins qu'on vous dit que c'est un pomerol et en réalité, c'est peut-être un vin très très bon marché du fin fond du Languedoc. Voilà, ça c'est une fraude aussi. Ça peut être bah, de la viande contaminée. Un petit, par exemple, un petit boucher ou un petit fabricant bah, se dit bah, j'ai 100 kilos de viande là, qui est vraiment plus bonne, elle est impropre à la consommation, elle devrait être jetée. Mais bon, il a 500 kilos de viande qui sont encore bien. Il va les mélanger en fait, il va les remettre dans le circuit, ça va repartir dans la chaîne, ni vu ni connu, avec le risque bactériologique que ça représente. Ben, en fait, cette viande, elle ne devrait pas être commercialisée, mais pourtant, elle repart. Et ça, il y a un paquet d'exemples sur le domaine, sur le secteur de la viande dans mon livre. Pourquoi? Parce que la viande, c'est cher. Donc il y a quand même pas mal d'argent à se faire. Ça peut être aussi dans le secteur du poisson, des poissons qui sont plus très frais, ben, on va les piquer avec des additifs interdits, des nitrites, et hop, de tout brun avec une couleur très moche, ils vont redevenir sexy par un coup de baguette magique avec des produits interdits sur les poissons et ils vont repartir dans la chaîne alimentaire avec des réactions peut-être allergiques, dangereuses, en tout cas exposer les consommateurs à ça. Ça peut être les faux pesticides, en fait. Ça, c'est complètement inconnu du grand public, mais il faut savoir qu'un pesticide sur 7 utilisé en Europe est contrefait. Ça veut dire quoi? Que c'est des imitations, en fait. Ce qui signifie que tous ces produits contrefaits, donc ces imitations qui circulent, et donc que du coup les agriculteurs utilisent bel et bien. Pourquoi ils les utilisent? Bah, probablement parce qu'ils sont moins chers hein, que les originaux et que bah, ça, parfois on peut être tenté bah, de réduire ses coûts et de céder à la tentation. Ben, ça veut dire que ce pesticide sur 7 qui est contrefait, qui est imité, échappe à tout contrôle. Donc ça veut dire que potentiellement, bah, en fait, ça craint quand même pour la santé. Et puis surtout, si un sur 7 est contrefait, ça veut dire qu'ils sont utilisés. Et donc ça, c'est très inquiétant parce qu'on ne sait pas sur quoi ils sont, Bon, voilà, ça, ce sont D'accord. quelques exemples. Ça peut être Quelques exemples. Alors de la justement, volaille gonflée à l'eau, des miels qui sont blancs. Happy Team qui nous dit qu'il est boulanger. Est-ce que dans le domaine de la boulangerie, dans le domaine du pain, il y a des fraudes aussi? Bah, en fait, on a eu je n'en parle pas beaucoup dans le livre parce que le scandale a beaucoup éclaté, après, mais certainement si Apiti est boulanger, il a peut-être entendu parler du scandale de l'oxyde d'éthylène, qui est un pesticide interdit en Europe et qui pourtant a contaminé énormément de produits, des graines de sésame et plein d'autres céréales aussi et qui depuis des mois, proviennent de différents pays et ont pénétré le marché européen. Donc ça, c'est une substance interdite et qui pourtant a été utilisée massivement sur des aliments qui sont commercialisés en Europe. Il y a, je crois, depuis le début de ce scandale, il y a à peu près 15 000 produits références qui ont été rappelés en France. Si ce sujet vous intéresse, vous tapez dans votre barre de recherche DGCCRF, c'est la répression des fraudes. Vous tapez oxyde d'éthylène ou sésame et vous allez accéder tout de suite aux listes de rappel. Donc voilà. Donc pour parler de fraude, et après je vous repasse la parole, Carole, pour parler de fraude, il faut qu'on ait 4 critères, même s'il n'y a pas une définition officielle, mais la plupart des décideurs s'accordent pour dire qu'il faut 4 critères. Un, ben, il faut qu'il y ait une pratique illégale. Quand on a vendu de la viande de cheval dans les lasagnes en la faisant passer pour du bœuf, clairement, c'était illégal. Donc, c'est interdit. Il faut qu'on enfreigne la loi. Il faut qu'il y ait une intention de tromper. Et ça, c'est pas toujours facile à démontrer que le fraudeur a voulu tromper, qu'il y a eu l'intention finalement bah, de faire quelque chose de pas clair. Il faut que le consommateur soit floué dans l'histoire, donc qu'il ait été trompé. Et puis surtout, il faut que bah, ça représente un gain économique intéressant pour le fraudeur, c'est-à-dire que cette fraude lui soit profitable. Quand on vend la fausse mozzarella ou du faux miel alors que bah, le produit en question dans le bocal n'a jamais vu l'ombre d'une ruche, mais que c'est des sucres reconstitués avec des trucs chimiques, ben voilà, il y a un vrai profit là pour le fraudeur. Et quand on parle de gros volumes, eh ben, ça devient très, très intéressant. Voilà. D'accord. Alors, ce qui est aussi tout à fait frappant quand on vous lit, hein, quand on lit votre enquête, d'abord, on est scotché par ce que vous racontez, parce qu'effectivement, c'est un sujet, la fraude alimentaire, qu'on n'a pas l'habitude de voir aborder. Mais surtout, ce qui est absolument fascinant, dans le mauvais sens du terme, c'est qu'on se dit qu'on est concerné. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que la fraude, c'est de l'autre côté de la frontière, que ça s'arrête comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête à nos frontières, alors qu'il y ait des fraudes en Italie, pourquoi pas, qu'il y ait des fraudes en Espagne, pourquoi pas, qu'il y en ait, on se souvient du scandale des huiles
des huiles d'olive ou on peut l'imaginer, en tout cas, voilà, on peut le concevoir, mais qu'il y ait des fraudes chez nous, en France, et c'est là où votre livre est absolument passionnant, c'est que vous dites, mais on est concerné au premier chef. C'est-à-dire que la France n'est pas exemplaire du tout dans le domaine de la fraude alimentaire. Effectivement, en fait, c'est tout à fait le démarrage du bouquin parce que nous, on se targue quand même d'être la patrie de la gastronomie. La gastronomie française est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est des fins gourmets. Beaucoup de gens se sont mis à cuisiner, etc. Et moi, je sais parce que j'enquête depuis des années qu'on n'est pas du tout à l'abri de ces fraudes. C'est Europol et Interpol mènent des actions, des opérations tous les ans très ciblées pour faire des saisies exprès sur les aliments et les boissons, et on voit les chiffres de leurs saisies augmenter de manière exponentielle d'année en année, que ça soit en France ou ailleurs. Et les directeurs de ces institutions qui sont les polices des polices, hein, Interpol, Europol, disent attention, en fait, on n'est pas à l'abri et il y en a absolument partout. Le problème qu'on a ici en France, c'est que malheureusement, à la différence d'autres pays où j'ai investigué également et j'en parle dans le livre, en France, c'est un tabou. En fait, personne ne veut en parler parce que ça fait mauvais genre en fait de tacler un peu ces pratiques. Donc, ce qui se passe, c'est que la répression des fraudes, elle fait le boulot, elle fait quand même bien le boulot quand il y a des crises, mais souvent malheureusement en mode pompier, c'est-à-dire que c'est trop tard, alors que la fraude, ça s'anticipe. Je l'ai vu dans d'autres pays, je pense à l'Angleterre, l'Italie, l'Irlande. Ça peut, avec des plans de prévention, un petit peu être contré, mais ici, en fait, on est toujours en mode un peu on vient une fois que la crise est là et on va la gérer. Donc voilà, du coup, c'est un peu tabou, on n'a pas trop envie d'en parler. Et pourtant, c'est un sujet archi connu puisque nos autorités y travaillent. Et puis, j'ai fréquenté beaucoup aussi de conférences, de réunions de professionnels où il y avait tout le gratin de l'industrie agroalimentaire. Et clairement, c'est une préoccupation. Donc, elle est bien réelle, ils y travaillent. Mais nous, citoyens consommateurs, on n'a jamais accès à ces informations. Voilà, Et même c'est ça, et ça. même quand on a accès parfois à des vagues informations, parce que parfois la répression des fraudes va vous dire, voilà, ça y est, on a chopé le fraudeur qui fourguait ses tomates cerises en les faisant passer pour françaises, il y a X dizaines de tonnes qui étaient concernées, vous les avez eues dans vos supermarchés. Eh bien, quand on essaye d'accéder à l'information, c'est-à-dire de savoir où ça a été vendu, par qui, en quelle quantité, est-ce que moi j'en ai acheté, est-ce que moi j'ai été victime de la fraude, eh bien, en fait, on ne veut jamais vous donner l'information. Oui, alors ça, vous en Je parle d'un tabou. C'est quelque chose que vous décrivez qui est assez choquant d'ailleurs, parce que vous donnez un exemple, c'était je crois sur de la viande qui avait dépassé sa date limite de consommation, qui a quand même été utilisée par un fabricant dans beaucoup de restaurants français, et notamment y compris dans des EHPAD, dites-vous, donc ça a été distribué dans pas mal de départements, et c'était une fraude européenne, et alors que d'autres pays avaient communiqué, notamment l'Allemagne, sur cette fraude, la France est restée dans un silence oppressant, et vous n'avez pas réussi à avoir les informations nécessaires. Est-ce que Vous vous faites bien de le détaillez? souligner parce que cet exemple a été, il est emblématique justement de ce tabou. La viande n'était pas seulement périmée, en fait, elle était contaminée, me semble-t-il, à la listeria. Ça venait d'un grossiste allemand, mais vraiment un gros opérateur. Et quand je dis gros, ça veut dire qu'il inondait vraiment toute l'Europe avec des prix bas. Et sa viande se retrouvait dans plein de produits transformés, mais aussi bruts, et était consommée dans la restauration. Et effectivement, dans des maisons de retraite en France aussi, on l'a su en creusant et en mobilisant des journalistes parce que nous, on avait l'information grâce à nos collègues de Berlin qui avaient investigué. L'Allemagne est structurée au niveau des contrôles sanitaires différemment de la France. C'est splitté en Länder, ce qui veut dire que dans certaines régions, ils peuvent avoir accès à des informations plus aisément, etc. Et donc, on savait, il était avéré qu'il y avait un problème de la part de ce grossiste. Et donc, les autorités françaises le savaient aussi parce que quand c'est comme ça, il y a une obligation quand même d'informer les voisins quand ces produits impropres partent. Il y a une obligation de traçabilité, il y a une obligation d'informer les autorités voisines. Mais au début, les autorités françaises, nous, quand on les a sollicitées, puisqu'on avait quand même un paquet d'infos de nos collègues de Berlin, Ouais. ils ont fait un peu les morts, ils ont minimisé parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter, etc. Et nous, on savait que les volumes étaient importants. Il n'y avait absolument aucune information qui transparaissait de la part des autorités françaises, donc on leur a mis la pression. On s'est permis de partager avec un communiqué de presse aussi pas mal de documents et d'informations à la presse en France, parce que parfois, tristement, c'est ce qu'il faut. En fait, il faut que la presse monte au créneau. Et à force d'être sollicitée par des journalistes,
Ils ont fini par sortir un communiqué de presse en reconnaissant qu'il y avait 1 ou 2 départements, c'est vrai, où il y avait eu la viande. Et puis finalement, bah, nous, on continuait de mettre la pression en disant: «Mais non, mais donnez-nous les informations, on veut savoir où elle est partie parce que c'est quand même affreux». On savait que cette viande impropre, contaminée, parce que ça provoque quand même des maladies graves, cette listerio, ça emmène les gens à l'hôpital. Après 2 jours, ils ont reconnu que, finalement, cette viande était partie dans 11 départements et donc on a publié la liste. On a réussi à avoir un chouïa plus d'informations et un député de je crois que c'était du Bas-Rhin, bah, s'est dit: «Non mais attendez, c'est pas possible. Moi, je vais aller solliciter le gouvernement et je vais demander des comptes». Un de nos élus et il était très bien placé pour ça, a sollicité le ministère de l'Agriculture, me semble-t-il. Il a dit: «Non mais moi, je veux savoir, j'ai des comptes à rendre à mes élus, je veux savoir». Surtout que dans le communiqué de presse, il était bien stipulé que c'était parti dans des restaurants, mais aussi des EHPAD. Et vous le savez, les personnes plus âgées ben, ont des systèmes immunitaires plus fragiles, plus, voilà, plus susceptibles à tomber malades quand ils mangent des choses impropres. Eh bien, le ministère a répondu à ce député, circulé. Ils n'ont pas dit ça comme ça, mais en gros, ils ont dit bon, on gère. Et ils ne lui ont pas donné l'information. C'est pour vous montrer à quel point ces sujets, c'est vraiment des tabous et c'est pas une vision de l'esprit. Même pour nos élus qui ont le droit de demander des comptes au gouvernement, eh ben, en fait, ils s'est Et confrontés. même eux n'ont pas l'information, ce qui est quand même. Exactement Et et donc alors, ça ce veut que, ce dire que que vous ça peut dites, se passer sans qu'on nous donne l'information. C'est la raison pour laquelle, avec la sortie du livre, avec Foodwatch, on a lancé une pétition qui a plus de 30 000 signatures pour voilà. demander justement aux autorités, allez voir sur foodwatch.fr, vous la trouverez sur la page d'accueil. Vous pouvez la signer et tous les soirs, un mail est envoyé au ministre pour leur dire: «Mais attendez, moi j'ai le droit de savoir, donc je veux que vous soyez, plus Oui. transparente». Ouais. On rappelle qu'on est en direct sur la chaîne Twitch de Sciences et Avenir la Recherche, qu'on est avec Ingrid Kragel qui travaille pour l'ONG Foodwatch, qui est la vigie, une ONG vigie dans l'alimentation, donc qui surveille tout ce qui se passe dans ce secteur-là pour défendre les citoyens et les consommateurs. C'est à ce titre-là qu'Ingrid est parmi nous et surtout parce qu'elle a écrit un livre qui est une très grosse enquête, hein, vous voyez l'épaisseur du livre, de plusieurs années sur les trafics et la fraude alimentaire qui s'appelle Manger du faux pour de vrai et qui retrace en Europe, mais principalement en France, les trafics alimentaires dont nous sommes tous, les uns comme les autres, des victimes sans nous en rendre compte, ça va de soi, puisque c'est des réseaux extrêmement bien faits. Et Ingrid, pour poursuivre ce qu'on disait tout à l'instant sur l'omerta qui règne en France, hein, c'est une spécificité, dites-vous, de la France d'avoir ce tabou. Enfin, on dit tabou quand on est gentil, on dit omerta quand on est moins gentil, quand on est sans doute plus proche de la réalité. Vous dites que souvent, on vous renvoie, quand vous demandez des chiffres, on vous renvoie en disant que enfin, ça concerne des secteurs qui sont des secteurs agroalimentaires avec énormément d'emplois et on vous répond que soulever un peu la boue de tout ça, c'est pas bon pour les emplois. C'est un peu ce qu'on vous répond. Bah, en fait, on va pas me dire franchement: «Écoutez, vous nous embêtez, vous menacez nos emplois», mais clairement, on le sait, hein, que c'est ce qui se passe, dans les préfectures et cetera, clairement. Et effectivement, c'est un arbitrage que les autorités font en préférant le camp des industriels à celui des consommateurs. Or, moi, il me semble qu'ils sont quand même là pour défendre, bah, les citoyens. Un autre exemple très flagrant de cette, omerta ou tabou, comme vous voulez dire, on peut comparer, par exemple, j'ai fait la même démarche que mes collègues hollandais. Vous savez, quand il y a eu le scandale de la viande de cheval, c'était de la viande de cheval glissée dans tout un paquet d'aliments transformés. Il y a eu des tas de pays concernés. C'est un scandale qui est français, hein, ça partait de Spanghero, qui était une entreprise, basée dans l'Aude, dans le sud de la France. Eh bien, la loi prévoit qu'il y ait une obligation de traçabilité, c'est-à-dire dès que l'enquête a commencé, bah, finalement, il a fallu s'intéresser pour savoir où était partie cette viande, d'où elle venait, où elle était partie. Ça, c'est une obligation légale, c'est inscrit noir sur blanc dans la réglementation et c'est quelque chose qu'on fait plutôt bien quand on se met à enquêter du côté des autorités en France. Eh bien, en fait, on peut penser, et très légitimement parce qu'ils travaillent bien, que nos autorités ont la liste complète des aliments et des endroits où a été commercialisée cette viande de cheval qui se faisait passer pour du bœuf. Mes collègues hollandais se sont tournés vers les autorités, j'ai fait pareil, hein, ici en France, pour avoir la liste exhaustive à la fois des produits, mais aussi des endroits où a été vendue cette viande de cheval. Eh bien, ils ont obtenu, je crois que c'est presque 75 pages, extrêmement détaillées,
de tous les endroits où cette viande avait été vendue, cette viande de cheval, et sous quelle forme. Donc cette liste en néerlandais comporte le détail, c'est-à-dire est-ce que ce sont des steaks hachés, est-ce que c'était mélangé, est-ce que c'était au menu. Et sur cette liste, c'est assez dingue, vous avez autant un petit kebab du coin, un petit bled perdu au fin fond des Pays-Bas, que parfois des grands hôtels 5 étoiles avec des spas, des endroits où vous penseriez que la fraude ne pénétrera jamais parce qu'on fait très attention à la qualité, etc. Et donc, c'était intéressant de voir ce grand écart entre ces endroits finalement qui ont été victimes de cette fraude à la viande de cheval et puis sous quelle forme. Mais ce que ça révèle aussi, c'est que finalement, ces listes, elles existent, les autorités les ont. Les Hollandais ont d'autres lois, c'est-à-dire qu'ils parviennent, eux, grâce à d'autres lois, à contraindre les autorités à être transparents. Ils peuvent faire des appels qui obligent les autorités à donner ces informations. Moi, je ne vous dis pas le nombre de mails, de coups de fil, d'insistance. Et en fait, on a fait chou blanc, on a refusé de nous les donner. Et pourtant, elles existent. Vous voyez, c'est quand même terrible. Alors, vous allez me dire, bon, c'est passé, c'est trop tard, on a consommé. Mais pourquoi ne pas donner cette information Mais dès lors qu'on l'a? on n'a pas, nous, en tant que citoyens, les leviers nécessaires pour contraindre l'État à nous fournir ces informations-là. Non, 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 et c'est bien pour ça qu'on se mobilise avec Foodwatch et avec cette pétition et avec vous, les dizaines de milliers de personnes qui signent la pétition en disant non mais attendez, nous, on a le droit de savoir, nous on considère qu'on a le droit de savoir. Et donc là, quand je vous parlais du scandale du grossiste de viande allemand, c'est parce que nous, on a eu la chance d'avoir cette info, qu'on a pu la révéler, donc on a alerté les journalistes en disant attention, il se passe quelque chose là et c'est très grave parce que c'est de la listeria, donc il y a un danger pour la santé. En plus, les autorités ont l'obligation, il faut le savoir, ça c'est dans les lois aussi, dès lors qu'il y a un danger pour la santé, il y a une obligation d'informer le public. Et là, en fait, bah, ils se taisaient, il ne se passait rien. Donc, heureusement qu'on était là Mhm. pour sortir l'information. Mais non, malheureusement, on n'a pas de prise pour les contraindre. C'est pour ça qu'on veut changer le système et qu'on a révélé ces informations sur les fraudes pour que ça ne reste plus un secret. En plus, ce qu'on disait sur les emplois, c'est-à-dire que ce qu'on vous oppose, entre guillemets, assez fréquemment, enfin, qu'on vous fait entendre qu'il vaudrait mieux ne pas de remuer tout ça parce que c'est source d'emploi, le secteur agroalimentaire, et que bon, il n'est pas bon d'aller remuer un peu les problèmes. Mais en l'occurrence, dans l'exemple que vous donnez, le grossiste était allemand, donc les emplois n'étaient pas concernés en France. Donc, C'est vrai, mais en fait, ils auraient dû vous donner le nom de l'EHPAD où a été commercialisée, où servie cette viande. Les restaurants, il me semble qu'il y avait des péniches aussi, vous savez, pour les touristes qui vont sur les restaurants, etc. Il y avait plein d'endroits. Il est probable qu'il y avait également des cantines où vos enfants en ont peut-être mangé, etc. Et donc, ils préfèrent toujours éviter le scandale ou le risque réputationnel parce que nous, on ne va pas dire, bon, c'est les vilains méchants de l'EHPAD, on ne va jamais dire ça. Mais on considère qu'on a le droit de savoir parce il faut quand même rappeler que quand on est malade, si vous êtes malade au milieu de la nuit, peut-être parce que vous avez mangé quelque chose, il est très rare que les personnes qui ont une intoxication alimentaire aillent aux urgences. Et donc, tant qu'on ne va pas aux urgences, c'est comme si ça n'existe pas. Dès lors que vous allez aux urgences, c'est répertorié et ça commence à être listé et parfois, ça peut créer une vague à la fois d'informations mais d'alerte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans de cela, il y a eu du lait contaminé Lactalis, lait contaminé à la salmonelle. C'était quand même très, très grave parce que c'était un produit qui était donné, du lait en poudre, donné à des bébés, des tout petits, qui chopent une salmonellose avec des conséquences graves, des diarrhées, enfin, des déshydratations, etc. Et parfois des conséquences à plus long terme s'ils sont tout petits. Eh bien, en fait, il faut savoir que cette salmonelle, elle était présente dans l'entreprise depuis 2005, tout le monde le savait. Lactalis le savait également parce qu'ils ont racheté l'entreprise il y a quelques années. Eh bien, en fait, s'il n'y avait pas énormément de bébés qui avaient été voir leur pédiatre ou les urgences, en fait, c'est grâce au ministère de la Santé qui ont dit « Ouh là là, mais il est en train de se passer quelque chose, là, il faut enquêter ». Et c'est eux qui ont tiré la sonnette d'alarme et pas les autorités du oui, ministère de la c'est la Santé. masse, C'est le ça, c'est secteur. la masse. Et donc, tant qu'on ne va pas aux urgences ou répertoriés, finalement, il se peut qu'on soit à être très nombreux, à avoir consommé des produits impropres, mais voilà, tant que ça ne remonte pas D'accord. via les urgences, on ne le saura pas. Alors, je rappelle donc qu'on est avec Ingrid Kragel sur notre chaîne Twitch en direct, chaîne Science et Avenir, pour parler des trafics alimentaires à l'occasion de l'enquête qu'a menée Ingrid sur ce sujet, qui a fait l'objet donc d'un livre chez Robert Laffont. Ingrid, peut-être qu'on peut faire une petite pause. Vous aviez une vidéo, on peut peut-être demander à Valentin de nous passer cette vidéo sur les fraudes. Bonne idée, oui. Elle est très Voilà. courte, elle est très chouette, oui. Valentin, es-tu prêt?
Les produits qui finissent dans nos assiettes sont soumis à des règles strictes. Pourtant, de faux aliments circulent tous les jours et les fraudeurs n'hésitent pas à nous faire avaler n'importe quoi. Ces fraudes n'épargnent personne et concernent tous les rayons. Les agents de la répression des fraudes, de moins en moins nombreux sur le terrain, font du mieux qu'ils peuvent pour essayer de démasquer des tricheurs de plus en plus inventifs. Des gens sans scrupules pour qui tous les coups sont permis pourvu qu'ils génèrent des profits. Ils se permettent de nous servir du thon avarié, remis sur le marché après un traitement chimique. De l'huile d'olive faite sans la moindre olive. Des poulets gonflés à l'eau, des tomates soi-disant françaises, sans oublier le coup du cheval vendu comme étant du bœuf. Un business juteux et sans risque, dont le crime organisé s'est emparé avec le professionnalisme qu'on lui connaît. Quand une fraude est débusquée, les autorités refusent de révéler les marques concernées, ce qui sème finalement le doute sur tous les produits. Pour que ces pratiques cessent, exigeons la transparence de la part des autorités, signons la pétition. Très bien, donc cette vidéo encourageait effectivement les citoyens à signer la pétition que vous avez mise en ligne pour essayer de briser, on va utiliser ce mot un peu fort, de briser l'omerta qui règne en France sur le sujet du trafic alimentaire, parce que c'est ce qui ressort de votre enquête, c'est peut-être ce qui est le plus frappant d'ailleurs dans ce livre que vous avez écrit, Manger du faux pour de vrai, dans lequel vous êtes heurté au silence des autorités françaises quand vous demandiez certains chiffres sur certaines données, et bien que, et c'est là aussi je voulais vous interroger Ingrid, bien que ces fraudes soient en nette hausse, c'est ce que vous révélez également, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que bon, tout ça, peut-être ça pèse, et notamment au moment de la crise du Covid que nous vivons, de la pandémie, on s'aperçoit que elles sont en forte augmentation durant cette période-là. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? En fait, les trafics, il faut savoir que le motif principal des trafics, et notamment dans l'agroalimentaire, c'est l'argent. Et pendant le Covid, il y avait pardon, j'ai un peu de thé, petit chat dans la gorge. Alors, est-ce que vous êtes sûre de la qualité du thé que vous êtes en train de boire, Ingrid ? Ah non, mais en fait non, je peux pas le savoir à l'œil nu, je sais pas. Mais parfois je dois lâcher prise et faire un peu confiance. Oui, en fait, ce qui se passe avec l'alimentaire, à la différence d'autres trafics qui sont parfois transfrontaliers, qu'est-ce qui se passe en Europe? Une fois qu'une denrée ou un bien entre dans le territoire européen, vous savez qu'il y a la libre circulation des marchandises. Donc en fait, les fraudeurs, généralement, ils savent par où ils peuvent faire rentrer et où ils sont susceptibles d'avoir plus de facilité de faire voyager leurs produits potentiellement frauduleux ou mal étiquetés ou pas super honnêtes ou même dangereux, parce qu'ils savent qu'il y aura moins de contrôle. Alors pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les agents de la répression des fraudes notamment, au tout début, la plupart, comme vous et moi, on était à la maison, hein, donc on n'était pas sur le terrain, on n'était pas au bureau, on faisait pas les contrôles qu'il faut. Et puis, ils ont été très mobilisés pour vérifier, les masques. Est-ce que les masques étaient conformes? Pour vérifier, les mesures de sécurité, vous vous souvenez qu'il y avait des rayons qui devaient être fermés dans les supermarchés, pour vérifier les gels hydroalcooliques, et puis il y a eu un énorme trafic pendant le début de la crise, et je pense encore c'est encore le cas maintenant, mais ça se calme, de poudre de perlimpinpin. Finalement, il y avait plein de trafic de compléments alimentaires qui prétendaient vous immuniser contre le Covid, etc. Donc il y a eu énormément de fraudes sur ce domaine, beaucoup de produits qui venaient d'Asie. Donc il y a déjà ce problème pendant le Covid qui a augmenté le risque, que des fraudes passent entre les mailles du filet parce que les agents étaient occupés sur d'autres choses, tout simplement. Et aussi, il y a le fait que ces agents de la répression des fraudes, d'année en année, on assiste à un écrémage. C'est-à-dire que ces agents qui dépendent du ministère de l'économie et de Bercy, en fait, ils ne travaillent pas que sur l'alimentation, ils travaillent sur plein de choses, ils contrôlent plein de choses. Et on le voit, ils ne sont pas assez, ils sont sous-effectifs. J'en parle pas mal dans le livre, j'ai recueilli des témoignages à la fois de directeurs donc au niveau départemental, mais aussi d'inspecteurs, de contrôleurs dans les abattoirs, etc. C'est terrible pour ces gens-là parce qu'ils ont envie de bien bosser et de protéger les citoyens, mais ils sont constamment en sous-effectif ou sous pression, donc c'est très, très compliqué. Oui. Et l'objectif du livre aussi, c'est de dire, écoutez, on a quand même un problème là, avec cette liste de faits que je vous énumère là sur 400 pages, on peut plus nier qu'on a un souci. Il faut se doter des moyens politiques pour enrayer le problème et créer un véritable bataillon pour partir à l'assaut de ces pratiques, comme c'est le cas dans d'autres pays. Je pense notamment à l'Angleterre.
où ils ont carrément des équipes qui sont que des équipes dédiées à la fraude alimentaire, extrêmement pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir que des gens qui vont faire des contrôles sur place comme nos agents de la répression des fraudes. Ils ont des enquêteurs, ils ont des financiers, ils ont des gens qui vont aller traîner sur les parkings pour discuter avec les lanceurs d'alerte. Voilà, c'est très, 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 très structuré. Donc là aussi, c'est une spécificité, oula, c'est dur à dire, française, pas assez de contrôle, pas assez de personnes pour contrôler, et pire que ça, si je puis dire, on en a de moins en moins, quoi. Exactement. Vous savez, quand le scandale de la viande de cheval a éclaté dans l'Aude, là, en 2013, il y avait un contrôleur pour toute l'Aude, un contrôleur de la répression des fraudes. C'est pour vous dire, en fait, l'ampleur du boulot, la tâche qui lui incombait. Mais ça veut dire que c'est pas pris, ça veut dire que c'est pas pris au sérieux, quoi. Ça veut dire que c'est pas l'État ne prend pas en considération l'étendue de la fraude. Non, on n'est pas doté des moyens à la hauteur des enjeux et comme je vous le disais, vous l'avez souligné, Europol et Interpol alertent en disant d'année en année, c'est de pire en pire. Et puis surtout, les fraudeurs sont de plus en plus malins parce qu'ils repèrent les réseaux qui vont bien pour le trafic transfrontalier. Et puis, je vais reprendre l'exemple de la tomate de tout à l'heure. Finalement, une tomate étiquetée Made in France, ça ressemble à une tomate, ça ne ressemble pas à une menace, ça, comme pourrait l'être, par exemple, un paquet de cocaïne qui arrive dans un port caché parmi des bananes. Voilà, ça se fait vraiment repérer. Mais des tomates, en fait, a priori, c'est pas un danger tout de suite pour l'humanité, donc ça va passer. Et pour peu que ça réussisse à rentrer. En conséquences sanitaires, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Mais bon, après, quand il s'agit de faux pesticides ou de substances qui sont contrefaites dans tous les domaines, hein, autant aliments que boissons, là, ça pose question. Par exemple, les alcools frelatés, ça, c'est vraiment très, très, très grave. Ça provoque des réactions très fortes, ça peut pousser à rendre les gens aveugles, voire aller jusqu'à la mort. L'alcool frelaté, ça a été un vrai, vrai problème pendant le Covid parce que il y avait plein de commerces, de points de boissons qui étaient fermés. Je pense notamment à des endroits comme le Mexique où il y a eu des centaines de morts. Ça a été une hécatombe parce qu'il y avait des circuits parallèles du coup qui se sont greffés sur le fait qu'il n'y avait pas assez de produits et donc voilà, ils en ont profité pour mettre sur le marché des produits frauduleux. En France, on n'a pas eu ça quand même. On n'a pas eu. Sur l'alcool, non, il me semble pas. Non. Alors, vous dites quelque chose à propos d'alcool, alors justement, alors vous nous faites perdre toutes nos illusions, Ingrid, dans votre enquête. Non, je suis désolée, mais c'est de l'information. Vous dites que même le Champomy, alors citons-le, enfin je ne sais pas si c'est la marque Champomy, mais en tout cas même les boissons pour enfants sans alcool sont contrefaites. Alors donc, oui, en fait, il n'y a aucun produit qui échappe. Il faut que j'insiste là-dessus, en fait. On croit que parce qu'on va acheter des produits chics et chers ou des grandes marques, on est à l'abri des fraudes. C'est pas vrai. Parce que, du coup, les grandes marques, ça attise et donc il y a énormément d'imitations. Je pense à il y a quelques années, dans le cadre justement de cette enquête avec Europol et Interpol qui s'appelle Hobson, il y a eu un gros atelier clandestin démantelé en périphérie de Paris de faux cubes bouillon magie. Donc c'est pour vous dire que les grandes marques sont pas à l'abri. Alors et même donc les bouillons cubes sont contrefaits. Alors que ce sont des produits très bon marché. On peut même se demander comment les fraudeurs comptaient faire de l'argent là-dessus. Et on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Nous, on a essayé de savoir, on n'a jamais voulu nous le dire. Et pourtant, c'était là, en périphérie de Paris. Alors le Champomy, je ne sais pas si c'était du Champomy, mais en tout cas, c'était du vin mousseux pour enfants, une marque connue. Et ça, c'était dans le cadre d'une enquête en Europe centrale, effectivement. Je le raconte. Donc en fait, les fraudeurs, ils n'ont peur de rien parce qu'ils s'en foutent complètement que ça ait des conséquences pour la santé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est écouler leurs marchandises à bon prix. Et ils y arrivent, hein, des fausses huiles d'olive. Je pense notamment à un grand trafic d'huile d'olive qui a été démantelé il y a quelques années. Pareil, c'était un réseau transfrontalier, donc ça partait dans plein de pays. C'était quoi? C'était de l'huile de tournesol, à peu près 1 euro le litre, hein, l'huile de tournesol, c'est pas très cher, qui était teintée à la chlorophylle et après revendue 10 fois plus cher, donc autour de 10 euros, en se faisant passer pour de l'huile d'olive. Et ça a duré pendant des années. Les fraudeurs ont écoulé des tonnes et des tonnes et des litres. Des camions partaient tous les jours sur les routes d'Europe, dans les restaurants, etc. Et on peut comprendre parfois que des restaurateurs se disent, bon, un produit, l'étiquette a l'air sympa. Et c'est vrai, quand on voit les packaging, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à quelque chose d'authentique. Hein. C'est vraiment bien foutu. Hein. C'est pas des imitations comme on peut oui, à la petite semaine, mal faites. Non.
Ils sont parfois même très bien équipés. J'ai vu des films, des vidéos, notamment des enquêteurs espagnols, quand ils rentrent dans ces industries, c'est très impressionnant, hein. C'est vraiment des vraies grosses industries avec les fausses étiquettes, les machines à embouteiller, à mettre en bocal, etc. Donc, Alors donc Ingrid, voilà. c'est Choura70 qui nous dit bonjour les amis, je suis effarée par ces propos. Malheureusement, il ne peut pas nous suivre jusqu'à la fin de l'émission parce qu'il doit prendre la route. Donc, parce que effectivement, cette émission que nous faisons en direct là sur les trafics et les fraudes alimentaires avec Ingrid Kragel de l'ONG Foodwatch. Et qui nous dit des choses tout à fait disgusting, diraient les Anglais, sur ce qu'on nous fait manger parfois et qui ne devrait jamais atterrir dans notre estomac, et bien ce live sera une vidéo qui sera mise sur notre site et vous aurez le site de Sciences et Avenir La Recherche et vous aurez tout le loisir de pouvoir réécouter dans le détail ce que nous dit Ingrid parce que c'est extrêmement riche, extrêmement choquant, même effectivement on peut être effaré par les propos que tient Ingrid sur ces trafics. Sur le peu de lutte que l'on mène, particulièrement en France, contre ces trafics. Alors j'ai encore une question, Ingrid, enfin j'en ai mille, mais j'en ai une en particulier. On a parlé tout à l'heure de l'alcool, des boissons sans alcool pour enfants, donc vous nous avez fait perdre nos illusions, puisqu'elles font l'objet de trafic, mais il y a aussi le bio. Et là, le bio, c'est aussi l'objet de tout un tas de contrefaçons. Bah, de la même façon que je vous disais sur l'alcool, ou la viande, il y a pas mal d'argent à se faire parce que ce sont des produits chers quand même. Bah, le bio, c'est cher aussi. Les gens sont prêts maintenant. On est de plus en plus nombreux à faire attention à ce qu'on mange, à être de mieux en mieux informés aussi. Je pense que les gens qui nous écoutent ou nous regardent là, c'est parce qu'ils sont aussi soucieux de savoir un petit peu ce qu'il y a dans leurs assiettes ou ce qu'ils doivent consommer. On fait de plus en plus attention. On s'est remis, on a été très nombreux à se remettre à cuisiner aussi lors du confinement, etc. Et on pense parfois que si on se tourne vers le bio, bah, c'est bon, on est à l'abri. Bah, en fait, dans mon enquête, je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on achète cher, c'est pas parce qu'on achète des marques, c'est pas parce qu'on achète du bio et c'est même pas parce qu'on achète des labels de qualité. Il y a quand même beaucoup de labels de qualité qui sont usurpés. À l'échelle européenne, c'est 1 sur 9. Vous savez, tous ces labels qui sont passés pour IGP, AOP, etc., label rouge, etc. Là aussi, il y a énormément d'argent à se faire parce qu'il suffit de mettre sur la fausse étiquette ces labels. 1 sur 9, c'est à l'échelle européenne. Et quand on sait qu'en France, on en a beaucoup, beaucoup plus des labels de qualité parce qu'on a beaucoup de fromage, de vin, etc. On peut penser que c'est même plus qu'1 sur 9 en France. Donc voilà, tous ces produits. Ingrid, pas le fromage, Ingrid. Ah, mais si, il y a des imitations de fromage. Je me souviens, j'étais assise à côté d'un contrôleur italien. C'était drôle, c'était à mourir de rire, je vais vous le raconter. Il me montrait, parce qu'ils ont des partenariats assez sympas. On n'a pas ça en France, à ma connaissance. Ils ont des partenariats avec les plateformes genre Alibaba en Chine ou ce genre de choses, où il y a beaucoup de choses qui sont vendues. Il y a beaucoup de faux, du coup, qui est vendu sur ces plateformes. Et eux, en tant que contrôleurs italiens, ils peuvent directement, tout de suite, ils ont une ligne directe pour contacter les plateformes de e-commerce et demander à enlever les produits frauduleux parce qu'ils ont signé des partenariats. Je les ai vus et j'en parle dans le livre. Il me montrait, il me dit, bah, allez, si tu veux, on va rigoler, on va prendre un exemple. Et il me montrait du parmesan à trous comme si c'était du gruyère. Il me dit, ben voilà, alors je vais te montrer comment ça se passe. Donc, on voyait les images. Vous pouviez commander un faux parmesan à trous sur le site chinois et vous le faire livrer à des prix complètement ridicules. Et donc, lui, bah, du coup, il faisait un signalement et puis dans la foulée, bah, très, très rapidement, il recevait un message disant, bah, voilà, ce produit frauduleux a été enlevé, c'est plus possible de le commercialiser. Donc voilà, peut-être en France, je ne sais pas, mais j'en parle beaucoup. Il y a beaucoup de fausses mozzarella qui a circulé en Europe, qui étaient fabriquées dans des conditions absolument ignobles d'hygiène, dans des ateliers tout pourris, qui étaient brûlés sur des tonneaux tout rouillés dans une espèce de garage. C'est assez atroce. Donc ouais, il y a pas mal de fausses mozzarella, surtout en ligne en fait, qui est traficotée par des mafias, hein, appelons-le comme ça, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc malheureusement, payer plus cher n'est pas voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le champagne est très, très, très fraudé également. J'en parle dans le livre, dans le chapitre dédié aux boissons et aux vins, etc. La répression des fraudes a une unité qui ne fait que ça, contrôler les vins et les champagnes. D'ailleurs, historiquement, la répression des fraudes en France a été créée pour ça, pour une fraude au vin il y a un peu plus de 100 ans de cela. Et en fait, je ne sais pas si c'est le cas pour le moment, mais en tout cas, régulièrement, les agents de la répression des fraudes font des descentes dans les boîtes de nuit, donc ils travaillent la nuit, et ils se rendent compte que des bouteilles très chics et très chères de champagne que vous allez payer
une bonne grosse somme dans ces endroits, dans ces boîtes de nuit, et ben, sont remplis finalement avec de la piquette, avec des boissons très, très bon marché, mais c'est vendu, bah, très, très cher. Là, c'est le tenant de la boîte de nuit, si je puis dire, qui fait son trafic. C'est pas le champagne qui est faux, c'est lui qui. Non, 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 c'est pas la faute de la marque de champagne, mais bon, D'accord. après, avec les vignobles, il y a d'autres problèmes. Par exemple, c'est pas tout à fait une pratique frauduleuse, mais c'est quelque chose qui m'a suffisamment choquée parce que j'ai récolté pas mal de témoignages sur ça. Il y a quand même le recours à de la main-d'œuvre, illégale dans les vignes, y compris en France, quoi, il faut le savoir, et donc ça, malheureusement, on n'a jamais accès à ces informations. Ça veut dire que vous et moi, peut-être, on va acheter notre champagne et qu'on cautionne ce genre de pratique qui viole, bah, les droits fondamentaux, les droits de l'homme, en fait. Donc ça, il faut savoir que c'est une réalité en France, quand même. D'accord, d'accord, oui, tout à fait. C'est une autre forme de pratique qui n'est pas une fraude, c'est-à-dire que votre champagne sera un vrai champagne. Mais moi, ça m'a vraiment posé problème, en fait, ce recours à la La main-d'œuvre main-d'œuvre illégale, à illégale. de l'exploitation bah, en Italie, j'ai beaucoup fait d'interviews parce qu'il y a beaucoup de fruits et légumes quand même qu'on importe d'Italie, et ça peut inspirer confiance. Je veux dire, quand c'est la saison avec, les ratatouilles et cetera, on se dit: «Bah, ces belles aubergines et cetera». Ouais. Bah, voilà. Bah, en fait, quand j'ai récolté pas mal de témoignages sur l'exploitation des gens là-bas dans les champs, avec le contrôle de la mafia et cetera, ça m'a vraiment glacé le sang de voir, comment Mais ça. alors, ce que vous dites, et ce qui est tout à fait, comment dire, un peu désespérant pour nous les consommateurs, c'est que vous l'avez bien expliqué, que la fraude, ça concerne absolument tout le monde, du petit tenancier de kebab dans une ville au gros producteur. Donc tout le monde est concerné, peut même être acteur de la fraude. Et Aux nous, victimes, acteurs aux victimes, ouais. acteurs victimes de la fraude, et nous, citoyens, qui essayons par les étiquettes, les AOC, le prix qu'on met dans les choses, le bio, le pas bio, de nous d'avoir une alimentation de qualité, du moins plus ou moins de qualité selon ce qu'on recherche, eh ben on est floué. On n'a aucun moyen en tant que citoyen d'essayer de trier le bon grain d'ivraie, quoi. C'est pas possible. On est complètement désarmés. Même moi, à l'œil nu, je peux pas les repérer, les fraudes, vraiment, et c'est pour ça qu'on milite pour la transparence avec Foodwatch et avec cette pétition qu'on invite les gens à signer. C'est parce que nous, on estime qu'on a le droit de savoir. La répression des fraudes régulièrement publie des bulletins d'information en disant: «Bon, ben voilà, un produit, bio sur 12 qu'on a contrôlé, bah, en fait, il est pas vraiment bio», et donc ils vont vous dire, par exemple, les vendeurs de volailles, ben voilà, ils trichent, ils les gonflent à l'eau, ou bien ils ont triché sur le label fermier, c'était pas vraiment, respectueux du cahier des charges, là, là. Donc ils vont vous balancer des chiffres, c'est ce qu'ils font très bien, parce qu'ils font vraiment bien le travail, mais c'est tout, en fait. En gros, vous allez devoir vous contenter de ça, et vous saurez jamais si finalement ces tonnes de produits, ben, en fait, on les a retrouvés dans le supermarché ou chez le petit producteur du coin, ou si c'est, celui où vous vous approvisionnez. On n'a Donc, jamais accès à l'information, et pour nous, c'est scandaleux parce que ça veut dire qu'ils font le choix de protéger finalement les fraudeurs à notre détriment, et on a le droit de savoir, et en plus, nous, on est convaincus parce qu'en fait, je ne l'ai pas sorti du chapeau, c'est en discutant avec énormément d'experts internationaux et ailleurs en Europe où ils ont d'autres systèmes pour gérer ça. Cette transparence, elle a un effet vertueux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous soyez un producteur ou un fabricant honnête ou malhonnête, finalement, vous les êtes logés à la même enseigne. Tandis que s'il y avait cette transparence et qu'on avait accès à ces informations, bah, en fait, ça aurait un effet vertueux, c'est-à-dire que si les malhonnêtes savaient qu'ils seraient exposés, bah, ça aurait quand même un effet assez dissuasif. Aujourd'hui, on n'a pas accès aux informations, et non seulement on n'a pas accès aux informations, mais rarement ça va jusqu'aux cours et tribunaux. Il y a quand même rarement des jugements ou des condamnations sur ça, ou bien s'il y en a, bah, c'est en catimini, c'est-à-dire que ça va pas être très, très, très public, mm. et pire, les agents de la répression des fraudes sont fortement encouragés à faire des arrangements, en fait, à signer des accords ou à essayer d'arranger les choses sans que finalement il y ait aucune publicité et que ça se sache. Ouais, Pourquoi? on Pour met ça régler sous le vite tapis, quoi. D'accord. pour régler vite fait les Alors, il choses. y a Laman qui nous a rejoint et qui pose une question, et enfin, du moins, oui, qui pose une question et qui dit, ou qui, il ou elle, on va dire Yel, puisque ce pronom a heureusement fait son entrée dans le Robert. Il faut donc perpétuellement remettre en question sa consommation et son attention aux labels ou aux critères. Oui, je crois que votre réponse, elle est claire, c'est oui.
Bah, la manne, en fait, merci pour votre question. Ce qui est compliqué, c'est que label ou pas label, c'est compliqué de savoir si on a affaire à un produit honnête ou pas. Alors, je suis pas en train de dire méfiez-vous de tous les labels, mais je dis qu'il y a beaucoup d'argent à se faire et donc la tentation de tricher sur ces labels est forte. Au niveau européen, je vous le disais, 1 sur 9 de ces labels est usurpé. Donc, c'est tous les labels IGP, AOP, qualité. Ça, c'est à l'échelle européenne. Et moi, je pense sincèrement que c'est beaucoup plus en France. Donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que je braque que mes projecteurs sur les labels de qualité. Attention, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent très bien et très honnêtement. Et puis, il y a quand même aussi beaucoup de contrôles hein, quand même qui sont faits. Et puis, il y a une responsabilité sur les fabricants, sur la grande distribution, de vérifier que ce qu'ils commercialisent est conforme. Mais le problème, c'est que s'ils tombent sur des fraudes, ils n'ont aucune obligation de nous en informer. Pareil pour les fabricants ou même les laboratoires. Vous savez qu'il y a pas mal de fabricants qui ils sont obligés de faire des autotests, en fait, d'envoyer des produits en mode régulier, de faire des contrôles en laboratoire. Et bien, si les laboratoires tombent sur des fraudes, eh ben, en fait, il y a aucune obligation pour eux de nous en informer et de faire remonter ça aux autorités. Donc là aussi, on a un vrai souci de transparence. Finalement, ils peuvent retirer leurs produits en catimini et pas faire de rappel officiel, quoi, comme ce qui existe quand on a détecté Alors, on rappelle qu'on est en direct donc, dans notre chat sur notre chaîne Science et Avenir, la recherche, avec Ingrid Kragel de l'ONG Foodwatch, donc la vigie des citoyens pour tout ce qui concerne l'alimentation, à propos de son enquête donc, sur les fraudes alimentaires, donc une enquête de plusieurs années dont les résultats dont on parle depuis maintenant presque une heure sont absolument scotchants, un peu ragoûtants. Et donc, nous avons le retour de Marit qui est contente de retrouver Science et Avenir sur Twitch. Nous aussi, on est content de vous retrouver et de vous proposer des sujets très concernants comme celui dont nous sommes en train de parler sur les fraudes alimentaires, puisque ça nous concerne tous, absolument tous. Et alors, Ingrid, est-ce que à la lumière et à la lueur, ça donne la lueur, à la lueur de ce que vous nous avez dit, est-ce qu'on peut, sans le lire dans une boule de cristal, se dire qu'un jour ou l'autre, en France en particulier, où les contrôles sont quand même pas si nombreux que ça, dites-vous, même c'est une litote, est-ce qu'un jour il y aura à nouveau un scandale, comme il y a pu y avoir celui de la vache folle par exemple, et avec peut-être malheureusement à la clé des malades ou des morts? Est-ce que c'est ce qui nous pend au nez pour pouvoir faire réagir un jour? Bah, malheureusement, le constat qu'on fait, parce on a couvert quand même, hein, quelques scandales chez Foodwatch ces dernières années. Moi, j'ai démarré le bureau au moment du scandale de la viande de cheval. Quelques années après, on a eu le scandale du fipronil. Vous savez, c'était un antipoux qui était aspergé sur les poules et les poulaillers. Et donc, finalement, cette substance interdite se retrouvait dans les œufs et donc dans tous les produits à base d'œufs en Europe. On parle de tonnes de produits, ça a duré pendant longtemps. On a eu la salmonelle dans les produits pour bébés, on a eu le problème de l'oxyde d'éthylène. Et en fait, j'en ai couvert pas mal. Hein, malheureusement, on a un onglet scandale, allez voir, il y en a pas mal. Ben oui, c'est ce que j'écris dans le livre. En fait, c'est pas tellement de savoir si ça va arriver, mais c'est surtout quand. Quand? Alors, malheureusement, pourquoi? Parce qu'en fait, le constat est implacable. On n'a pas les moyens d'enrayer en fait ça. Et en face de nous, on a des filous, des gens très 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 bien éduqués qui savent passer entre les mailles et qui savent en fait déjouer les contrôles. Et tant qu'on se dotera pas de moyens politiques à la hauteur de l'enjeu, bien sûr, ça va arriver. Puis il y a beaucoup d'argent à se faire parce que je vous le disais, l'alimentation, ça ressemble à de l'alimentation, ça ressemble pas à quelque chose d'illégal. Donc a priori, ça passe. Et ça peut parfois, ces trafics, durer pendant des années avant qu'on s'en rende compte. Alors c'est tout un système qui s'est mis en place au service de ce trafic. Alors on va parler là tout à l'heure sans doute des circuits mafieux qui sont impliqués dans ces trafics alimentaires, mais il y a la vie de tous les jours, la vie des industriels de tous les jours. Vous racontez un exemple d'un industriel breton qui, lui, avait décidé de faire les choses tout à fait honnêtement et qui s'est trouvé contraint de se retrouver à frauder s'il voulait survivre. C'est un exemple que vous donnez dans votre livre, si vous voyez auquel je fais allusion. Oui, je vois. En fait, il avait acheté une entreprise, c'était une entreprise grossiste finalement qui achetait des fruits et légumes et les réempaquetait pour les revendre. Et donc,
il s'est rendu compte à certains moments de l'année qu'il n'avait pas toujours la qualité qui était demandée par ses clients. Il disait, bon, ben là, j'ai eu un problème sur la récolte, ou j'ai pas la quantité que tu veux, ou j'ai pas ça, mais je peux te proposer ça, etc. Et donc, il proposait à ses clients des alternatives quand il n'avait pas exactement ce que ses clients demandaient, parce qu'on le sait, les fruits et légumes, ça dépend des saisons, des récoltes, enfin, c'est un peu les aléas des cultures. Et en fait, il mettait ça par mail, et cetera, et très, très vite, en fait, il s'est fait engueuler par ses clients qui lui disaient: «Non mais moi je m'en fous en fait, tu m'envoies, tel produit, tu l'étiquettes comme ça et je m'en fous complètement si c'est autre chose dans l'emballage, mais tu me vends ça et moi je te paye tel prix», et cetera, et l'entreprise était très, très florissante quand il l'a achetée. Elle faisait vraiment beaucoup, beaucoup de chiffres, donc ça l'avait bien intéressé d'aller sur ce business-là. Et en fait, il s'est aperçu, chaque fois qu'il prévenait ses clients ou qu'il leur envoyait des mails ses clients hurlaient parce qu'ils voulaient surtout pas qu'il y ait des traces de ça, il s'est aperçu finalement qu'il y avait ce système en place de fraude qui durait depuis des années, où finalement on écoulait dans les supermarchés des produits avec des étiquettes un peu prestigieuses, des labels sympathiques, des marques qui suscite la confiance, alors que le contenu n'était pas du tout à la hauteur de la promesse qui était faite sur ce qui était vraiment vendu, étiqueté. Donc on peut penser que les supermarchés se sont fait avoir, mais finalement, on lui demandait de frauder en lui disant: «Bon, écoute, c'est pas grave, mais moi je veux ça et maintenant tu te tais», et cetera. Et donc il s'est retrouvé mal. Il n'avait pas envie de frauder, mais il l'a fait un petit peu au début parce que, il s'est rendu compte que s'il arrêtait, en fait, il perdait tous ses clients, clairement, c'est ce qu'il comprenait. Mais il s'est retrouvé coincé et il était très, très mal à l'aise. Donc il a fini par alerter les autorités qui l'ont remercié parce qu'ils essayaient de choper ce système, qui était mis en place depuis, de très nombreuses années, et c'était tellement grave que, les agents de la répression des fraudes lui ont même conseillé carrément de déménager parce qu'il allait avoir des très, très gros problèmes. Donc voilà, Oui, c'était une fraudeur sorte de malgré lui, mais il a fini par, lanceur d'alerte, quoi. Comme, oui, oui. mais alors, si c'est dangereux comme ça, c'est qu'effectivement, dans ce trafic-là, il y a des méchants, il y a des grands méchants. Il y a peut-être les trafics à la petite semaine, plus ou moins, mais il y a les trafics extrêmement structurés. Et vous dites que c'est la même chose que pour la drogue. C'est les mêmes circuits, c'est les mêmes acteurs pour une grande partie de ces trafics. En fait, les trafics, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mal d'experts qui ont bossé sur ça. Il faut savoir qu'il y a des agences des Nations unies, je vous le disais, Europol et Interpol, qui sont quand même des spécialistes de la criminalité organisée. Ils ont débusqué, en fait, les systèmes mis en place, et en fait, les trafics de drogue, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à blanchir. Donc ça vaut la peine de le réinjecter dans parfois des trafics, d'aliments. Et puis surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces systèmes, de criminalité organisée ont des réseaux très, très bien organisés, en fait, pour faire circuler les marchandises. On me racontait que parfois des camions qui transportent des fruits et légumes, en fait, ils avaient un double fond, ou derrière les fruits et légumes, il y avait autre chose, des substances illicites qui profitaient, tiens, du trajet, des camions, pour les fruits et légumes pour être transportés. Donc voilà, il y a beaucoup d'argent à blanchir. 1% seulement de l'argent à blanchir en Europe est intercepté. Ça veut dire que 99 part dans l'économie illégale, et cetera. Donc ça vaut le coup, et la probabilité de se faire choper reste très, 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 très maigre. Donc oui, ils ont des réseaux bien organisés. Ceux qui font du trafic de drogue font accessoirement du trafic d'êtres humains, de main-d'œuvre, mais ils font aussi dans dans les agrumes, dans la tomate, et cetera, parce que ça rapporte de l'argent et ça Ça permet rapporte de finalement l'argent de et on risque, diversifier les activités, et le risque est très, très et on risque mince. rien en plus. Donc, Bah, pas pas, grand-chose en pas tout cas. grand-chose. Ils sont très, très malins, et des experts en Italie me racontaient que maintenant, en fait, ces réseaux mafieux qui ont bien compris le filon, et qui essayent de se la jouer tout propre, parce que c'est plus les mafieux comme on le voyait dans les films avec, les costards croisés gris et le Borsalino et la Kalachnikov. En fait, maintenant, c'est de la criminalité en col blanc. Ces gens envoient leurs enfants maintenant dans les meilleures écoles, de business de Londres ou d'Europe, et en fait, ils sont extrêmement aguerris, en fait, au système, économique, et du coup, comment les contourner? Ils sont très, 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 très malins, et donc en Italie, on appelle ça l'agromafia, qui est, chiffrée à plusieurs milliards d'euros par an. C'est un véritable phénomène, et c'est parce que ça vaut le coup, tout simplement. Alors ici, je vous le disais, c'est encore un tabou, mais il y a de fortes probabilités pour que, enfin, beaucoup Oui, d'experts de la mafia m'ont dit qu'au niveau du sud de la France, et cetera, il fallait arrêter de se voiler la face. Évidemment, il y a des trafics mafieux, notamment dans le domaine de la restauration, et cetera, où on peut blanchir
blanchir de l'argent. Donc voilà, beaucoup d'argent, oui, parce que comme on le disait tout à l'heure, ça ne s'arrête pas à la frontière. La comme mafia avec les nuages, oui. comme le nuage de Tchernobyl, tout à fait. Je vous demande une seconde, Ingrid, il faut que je branche mon ordinateur. Allez-y, allez-y. Voilà. Voilà. Je suis de retour pour ce dernier quart d'heure avec Ingrid Kragel, donc, qui est directrice de l'information de l'ONG Foodwatch. Foodwatch, c'est une ONG qui, on pourrait pour simplifier dire que c'est la Greenpeace de l'alimentation. Donc c'est une ONG qui s'occupe de surveiller tout ce qui se passe dans le domaine de l'alimentation et qui met en place des actions citoyennes pour défendre les intérêts des consommateurs et des citoyens que nous sommes. Et dans le cadre de ces activités, elle s'intéresse donc à la fraude alimentaire. Ingrid a elle-même mené une enquête de plusieurs années sur ces fraudes qui fait donc l'objet d'un livre qui s'appelle Manger du faux pour de vrai, que nous avons épluché, qui nous a sidérés par les révélations que l'on y trouve. Et en France particulièrement, puisque ce trafic, nous ne sommes donc pas épargnés en France. Et en fait, il y a pas mal de chiffres que vous avez eus, Ingrid, et d'informations auxquelles vous avez eu accès grâce à de vastes opérations, parce qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup de contrôles, mais il y a quand même, si on peut dire, des contrôles qui sont faits pour être vus et qui s'appellent Opson et qui ont lieu quelques fois dans l'année. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces vastes opérations? En fait, c'est comme ça que moi j'ai été sensibilisée à la question de la fraude alimentaire. Ces opérations Opson, elles sont menées depuis à peu près 10 ans en coordination avec Europol, donc les polices européennes, Interpol, donc les polices internationales, et les États membres qui participent. Alors au début, il y avait une poignée de pays qui participaient à l'opération Opson, et maintenant, je crois qu'on n'est pas loin de 90-100 pays qui participent. Cette opération, c'est quoi? C'est sur un laps de temps assez limité, hein. C'est pas plusieurs fois dans l'année, c'est une fois dans l'année, mais sur un laps de temps limité. Finalement, ils décident qu'ils font des saisies ciblées de plus en plus. L'année dernière, ils ont par exemple ciblé la viande de cheval, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore du trafic de viande de cheval, hein. Des chevaux de course notamment qui sont archi-piqués aux antibiotiques, mais qui finissent quand même dans la chaîne alimentaire avec les dangers pour la santé que ça peut représenter. Voilà, ils vont par exemple cibler tous les alcools frelatés dans une région, ou voilà, sur une période, un laps de temps donné. Et ce qu'on constate, et c'est pour ça que ça m'a intéressée, c'est que d'année en année, ce qu'ils découvrent est de plus en plus affolant. Les fraudes sont de plus en plus créatives et inquiétantes, notamment pour la santé, parce qu'en fait, les fraudeurs ne reculent devant rien. Et puis, les volumes sont énormes, en fait. Et donc, ça mobilise à la fois les autorités nationales qui s'occupent de ça, chez nous, hein, donc les agents de la répression des fraudes ou de la DGL, qui dépendent du ministère de l'Alimentation, sur tout ce qui est viande, tout ce qui est aussi produits phytosanitaires, pesticides, etc. Donc voilà, ils font des opérations régulières là-dessus. Et le constat est affolant, et les dirigeants d'Europol et Interpol, mais aussi de la Commission européenne, parce que ça se passe aussi main dans la main avec la Commission européenne, alerte depuis pas mal de temps. Et moi, ça fait 6 ans à peu près que je suis ça de très, très, très près. Et donc, chaque année, effectivement, j'en parle dans le livre, et puis il y a des infos sur le site aussi, foodwatch.fr. On voit que c'est inquiétant, mais pourtant, c'est pas connu, en fait. On n'en parle jamais. Non, on ne connaît pas cette opération Opson. En tout cas, personnellement, je ne la connaissais pas. Mais alors, nous avons un message donc de Laman qui nous parlait déjà tout à l'heure et qui nous redit, qui nous remercie donc pour ce live, et qui nous dit quelles sont les actions politiques et citoyens faisables, plus de moyens, le boycott, pardon. Ingrid, on en a un peu parlé, mais on peut peut-être revenir dessus. Alors le boycott, oui, c'est compliqué, parce que vous savez pas, vous et moi, on ne sait pas en fait, hein, quels sont les produits frauduleux. Donc, c'est compliqué de les reconnaître à l'œil nu. Et puis, appeler au boycott, c'est quand même assez illégal, hein. En France, on peut pas même si ça peut être une solution. Et puis surtout, en fait, ça ne règle pas le problème de fond, qui est qu'il faut changer le système. Alors, vous avez raison de dire qu'il faut plus de moyens. Clairement, ça doit devenir une priorité politique. Et nous, on aimerait bien qu'il y ait un peu comme ce qui se fait en Irlande, en Grande-Bretagne, en Italie, des équipes dédiées qui ne travaillent que sur ça, en fait, à enrayer la fraude alimentaire. Et ça enverrait un signal fort aussi à ceux qui
qui seraient tentés de frauder, de dire bah, on vous tient à l'œil, faites gaffe. Je pense notamment aux experts que j'ai rencontrés au Danemark qui s'occupent de ça. Ils avaient carrément une émission télé en fait où ils montraient qu'ils faisaient le boulot. Et pour moi, consommateur, je trouverais ça rassurant de voir qu'il y a des équipes mobilisées et qui sont dessus. Je vous le disais tout à l'heure, dans l'Aude, à l'époque où le scandale de la vache folle, de la viande de cheval a éclaté, il y avait un inspecteur pour tout le département et qui n'avait pas à s'occuper que de l'alimentation. Donc, il faut des moyens. Il faut aussi mettre en place une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Moi, j'en ai rencontré pas mal au cours de mon enquête et il y avait pas mal de gens qui se disaient, mais Ingrid, moi, le matin, je me regarde dans le miroir et j'en peux plus, il faudrait que je parle. Mais le système actuel en France oblige à informer d'abord vos autorités, enfin vos dirigeants, ce qui est évidemment pas le bon moyen puisque vos Mais pour garder son dirigeants, emploi, c'est pas le bon moyen. bah, c'est ça, en fait, il va être viré et puis on va l'obliger à terre et finalement le scandale ne sortira jamais. Donc il faut mettre en place aussi, je pense à l'Italie notamment, ils ont des hotlines où on peut appeler et alerter sur ça. Mais pour qu'il y ait ces hotlines et ces moyens de dénoncer ce type de pratiques frauduleuses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont informés et qui voient des choses. Et d'ailleurs, je remercie au passage s'ils sont là ceux qui parfois nous alertent, parce que nous, ça nous permet aussi d'enquêter et de recouper. Chez Foodwatch, je discute pas mal avec les lanceurs d'alerte. Ben, en fait, ça permettrait de faire remonter les informations aux autorités. Mais pour ça, effectivement, il faudrait qu'ils se dotent des moyens. Or, les agents, ils sont tout le temps au taquet. En fait, ils sont pas suffisamment nombreux, puis ils ont plein d'autres priorités. Ils sont en mode, comme je le disais tout à l'heure, souvent en mode pompier, c'est-à-dire qu'ils doivent gérer quand ça éclate et que c'est trop tard, alors qu'on devrait être dans un système préventif. La dernière chose qu'il faudrait aussi, et ça, c'est des propositions qui sont un peu sur la table, mais pour l'instant écartées, c'est actuellement, en fait, au niveau de l'hygiène, il existe dans le secteur agroalimentaire ce qu'on appelle le pack hygiène. C'est-à-dire que les fabricants, les producteurs doivent respecter quand même un certain nombre de critères avant de commercialiser les produits. Eh bien, en fait, on pourrait envisager la même chose pour la fraude, c'est-à-dire qu'ils devraient montrer patte blanche et montrer qu'ils ont mis en place un plan pour se prémunir de la fraude et qu'ils ont vérifié un certain nombre de choses pour s'assurer finalement que ce produit qu'ils ont acheté 2 € alors que sur le marché normal, c'est peut-être 5 fois plus. Est-ce qu'il est vraiment honnête? Est-ce qu'ils ont vérifié? Est-ce qu'ils l'ont sourcé? Traçabilité? Est-ce qu'ils ont fait les contrôles bactériologiques qui vont bien, etc. Donc, il faudrait plus d'obligations pour les industriels, les fabricants, la grande distribution et de la transparence, parce que nous, on est certain que ça créerait un cercle beaucoup plus vertueux, ça récompenserait ceux qui travaillent bien, et finalement, ça exposerait ceux qui travaillent mal, et ça les dissuaderait, en fait. Si les autorités décidaient que c'est fini maintenant, vous n'êtes plus couverts, ça va se savoir, en fait, ils y réfléchiraient à 2 fois. Alors Ingrid, je ne sais pas si c'est moi, mais l'image s'est figée, Valentin, je ne sais pas si... Ah, chez moi, elle est très bien, et je vous voyais... Alors bon, c'est peut-être mon ordinateur qui a figé votre image, Ingrid, mais vous êtes figé. Alors Marit, mais on s'entend, donc c'est l'essentiel. Marit Sans nous dit qu'il y a eu un problème sur le sésame. Est-ce que c'était une fraude? Oui, en fait, bien vu Marit, c'est exactement ça, en fait, c'est ce que j'évoquais en tout début de ce live. C'est le problème de l'oxyde d'éthylène. Les graines de sésame et les produits à base de sésame étaient contaminés à l'oxyde d'éthylène. C'est un traitement, en fait, antibactériologique qui évite justement qu'il y ait des bactéries qui se développent sur des produits importés de très loin. En l'occurrence, au début du scandale, c'est du sésame importé d'Inde. Mais cette substance est absolument interdite en Europe parce que c'est vraiment dangereux pour la santé, clairement. Donc, il y a une raison pour laquelle on l'a interdit. Mais malgré tout, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de sésame contaminé à l'oxyde d'éthylène qui était rentré depuis maintenant septembre de l'année dernière. Donc, ça fait plus de 14 mois qu'il y a ce scandale. Et petit à petit, on s'est rendu compte que, c'est pas grave, Marie, je vous réexplique si vous n'étiez pas là au début. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le sésame qui était concerné, que ça faisait des années que ces produits contaminés à l'oxyde d'éthylène entraient en Europe. Et on a vu du gingembre, on a vu plein d'ingrédients, des épices, du poivre. Si vous allez dans un moteur de recherche et vous tapez DGCCRF, qui est l'acronyme de la répression des fraudes chez nous, et vous tapez oxyde d'éthylène, avec un Y à oxyde, éthylène, ETHYLENE, vous allez tomber sur la liste que publie la répression des fraudes, et on est sur à plus de 15 000 lots de produits contaminés. Ça a notamment beaucoup frappé les glaces, les produits transformés qui ont eu des additifs qui contenaient cet oxyde d'éthylène. Donc, vous avez peut-être vu pas mal d'affichages dans vos supermarchés. Et nous, on a beaucoup... nous dit que
qu'il ou elle travaille dans une société qu'on utilise. Hein, donc, oui, oui, ça a été le bazar, je comprends. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il a fallu organiser le retrait-rappel de tous ces produits et puis organiser la traçabilité, vérifier. Il y a beaucoup de fournisseurs au début qui disaient non. Moi, j'ai beaucoup de courriers de grandes marques qui disaient mais non, on n'est pas concernés, on attend que les autorités nous informent, alors qu'ils devaient faire eux-mêmes le travail de traçabilité, etc. Et il y en a beaucoup qui disaient bon, c'est interdit, donc on n'a jamais vérifié. Et c'est ce qui s'était passé avec le fipronil il y a quelques années, cet antipoux qui était aspergé sur les poules. Cette substance était interdite en Europe et donc il y a plein de fabricants qui disaient mais attendez, c'est interdit, donc moi j'ai pas vérifié. Et donc du coup on s'est retrouvés à en manger pendant des années parce que personne n'avait vérifié. Ce que personnellement j'ai du mal à croire. Et là pour le coup le scandale de l'oxyde d'éthylène c'est parti de la Belgique. C'est un opérateur qui a fait un contrôle et qui a alerté les autorités belges. Et comme on s'est rendu compte que c'était un trafic, quand je dis pas trafic d'oxyde d'éthylène, mais quand on s'est rendu compte que ça partait partout en Europe, et il y a eu l'obligation d'informer tous les pays voisins. Oui, en fait, oui. Xneo 54 qui s'inquiète pour ses maquis au sésame. Peut-être, on ne sait pas. Alors après, on ne va pas en mourir si on en consomme un tout petit peu. Et on puis, va pas être foudroyé, mais c'est contrôles... possible. Oui, c'est tout à fait possible. Et là, encore une fois, on ne peut pas le repérer à l'œil nu, donc c'est compliqué. Ouais. Alors, il y a un candidat, hein, donc Xneo 54, qui veut bien être controleur. On va postuler, et puis tenez-nous au courant de votre trouvaille. Très bonne idée. Malheureusement, on arrive au bout de notre Twitch, de notre live sur ce sujet dont on pourrait encore parler pendant des heures, qui sont celui de la fraude alimentaire avec Ingrid Kragel, donc qui travaille pour l'ONG Foodwatch, qui s'intéresse à ces questions, qui connaît très bien ces questions et qui donc, Ingrid, est l'auteur d'un livre, pour ceux qui nous rejoignent, qui s'appelle Manger du faux pour de vrai chez Robert Laffont. Vous retrouverez beaucoup, évidemment, de toutes ces informations qu'Ingrid a développées dans ce Twitch. Vous les retrouverez dans son livre, sourcées, chiffrées, dans le détail. C'est une très grosse enquête que je vous conseille. Vous pouvez nous retrouver, si vous n'avez pas pu voir tout le live avec Ingrid, vous pouvez nous retrouver cette vidéo sur notre site, hein, sur lequel elle sera uploadée très rapidement. Donc, vous pourrez suivre tous les détails que nous a donné Ingrid, même si beaucoup d'entre eux nous coupent l'appétit, et puis même si on a perdu beaucoup d'illusions à cause de vous, Ingrid, parce qu'on ne sait plus maintenant si on peut manger du miel, des kiwis, des sushis et autres produits bio en ayant confiance. Hein, on n'est pas sûr. La bonne nouvelle, c'est qu'on bouge, on bouge en fait. On ne fait pas que dénoncer, on réussit à faire bouger les choses. J'invite tout le monde à aller visiter le site de foodwatch.fr, à signer les pétitions. Ça marche en fait. Vous allez trouver des articles aussi où on raconte, grâce à l'impact et à la mobilisation des citoyens, des consommateurs, on réussit à avoir un impact. Donc, le but, c'est pas juste de faire peur, c'est vraiment de changer ensemble le système. Donc, inscrivez-vous à la newsletter, signez les pétitions et en fait, il y a de l'espoir, mais on ne va pas y arriver tout seul. Donc, si on se mobilise Xneo 54 nous remercie et nous propose de continuer, donc, parce qu'effectivement, chaque citoyen en a besoin, de travail que vous faites à Foodwatch notamment. Donc, on va se dire au revoir. On se retrouve pour un autre Twitch jeudi prochain. Ingrid, on vous remercie vraiment pour votre intervention, pour ce travail que vous avez fait. Et on vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et merci à Valentin, bien sûr. Merci.